Dans les années 70 et 80, le cinéma d'animation stagnait. Les studios traditionnels comme Disney dominaient le marché avec leurs films en 2D, mais ces productions montraient des signes de fatigue. L'animation par ordinateur en était à ses balbutiements et personne ne savait comment elle pourrait transformer l'industrie. C'est dans ce contexte que Pixar est né, grâce à la vision novatrice de plusieurs pionniers de l'informatique. L'histoire de Pixar commence véritablement avec Ed Catmull, un informaticien diplômé de l'université de l'Utah qui rêvait de créer un premier long métrage entièrement en images de synthèse. Après avoir travaillé au New York Institute of Technology sur des logiciels d'animation, il rejoint Lucasfilm en 1979. Là, il rencontre John Lasseter, un jeune animateur de Disney passionné par l'animation par ordinateur. Lasseter, frustré par les limites de l'animation traditionnelle, avait été licencié de Disney pour ses idées avant-gardistes. Chez Lucasfilm, il trouve un terrain fertile pour ses ambitions. En 1986, Steve Jobs, après avoir quitté Apple, a acheté la division informatique de Lucasfilm pour 5 millions de dollars et a fondé Pixar. Initialement, Pixar vendait du matériel informatique, mais leur véritable passion était la création de films. Ils produisent alors plusieurs courts-métrages, le plus célèbre étant Luxo Junior en 1986. Ce dernier est nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage, marquant une reconnaissance importante de l'industrie. Mais le véritable tournant survient en 1991, lorsque le studio signe un accord historique avec Disney pour produire 3 longs métrages d'animation. Computers are just a tool. It's just like a big expensive pencil. You know, it's not the computer that creates anything, it's the people that create it. L'idée à l'origine de Monstres et compagnie, ainsi que celles qui ont donné naissance à Mille et une pattes, Le Monde de Nemo et Wall-E, ont pris forme lors d'un déjeuner en 1994, réunissant John Lasseter et les scénaristes Pete Docter, Andrew Stanton et Joe Ranft. Ce déjeuner a eu lieu alors qu'un petit projet intitulé Toy Story touchait à sa fin. Leur concept était simple mais novateur, explorer l'univers des monstres pour la première fois. Quand nous faisions Toy Story, tout le monde venait me voir et me disait « Je croyais vraiment que mes jouets prenaient vie quand je quittais la pièce quand j'étais tout petit. » Alors, quand Disney nous a demandé de faire d'autres films, j'ai voulu exploiter une notion enfantine similaire. Je pensais que des monstres sortaient de mon placard quand j'étais enfant. Alors j'ai dit « Hey, faisons un film sur des monstres !» En 1996, Pete Docter a commencé à travailler sur Monstres et compagnie, pendant que d'autres membres de l'équipe se consacraient à Mille et une pattes et Toy Story 2. A l'origine, le projet portait le nom de Ville cachée. En février 1997, Docter a rédigé un premier traitement avec Jill Colton et Jeff Pinjon, qu'ils ont ensuite présenté à Disney, accompagné de quelques illustrations. Après avoir reçu des suggestions lors de cette première réunion, toute l'équipe a retravaillé le projet pour en proposer une version améliorée le 30 mai suivant. Lors de cette présentation, Joe Grant, un animateur chevronné chez Disney depuis l'époque de Blanche-Neige et les 7 nains, a suggéré le titre Monsters Incorporated, un jeu de mots faisant référence au film de gangster Murder Incorporated. Le scénario a subi de nombreuses transformations tout au long de sa production. Au départ, l'idée de Pete mettait en scène un homme de 30 ans confronté aux monstres qu'il avait dessinés dans un livre lorsqu'il était enfant. Ces créatures revenaient le hanter à l'âge adulte, chacune représentant une de ses peurs personnelles. Et surmonter ces peurs les faisait finalement disparaître. Un concept qui rappelle celui des Griffes de la nuit. Je te reprends toute l'énergie que je t'ai donnée. Cependant, Pete a rapidement abandonné cette idée initiale pour se tourner vers une histoire mettant en vedette un duo improbable, un monstre et un enfant. À ce stade, le personnage de Sully, alors appelé Johnson, était simplement un employé ordinaire d'une entreprise dont l'objectif était d'effrayer les enfants. Oh, je tiens la super forme aujourd'hui! Entre 1996 et 2000, le duo a subi de nombreux changements, notamment dans l'âge et le sexe de l'enfant. L'équipe de création a finalement opté pour une petite fille comme partenaire idéal pour un monstre mesurant plus de 2 mètres. Initialement nommé Marie, le personnage a subi diverses évolutions, passant d'une origine irlandaise à une identité afro-américaine. Au bout du compte, elle est devenue une enfant d'environ 3 ans, très curieuse, qui n'a pas peur des monstres. Quant à Johnson, il était au début préoccupé par la possibilité de perdre son emploi et enviait le succès de son collègue Ned, qui deviendra plus tard Léon. Et bah qu'est-ce qu'il fait? L'équipe de création s'est efforcée de rendre le personnage principal, dont le travail était d'effrayer les enfants, plus accessible au public tout en conservant le thème des monstres.
La décision de le présenter comme le meilleur dans son domaine a été cruciale pour façonner le personnage. Même son physique a connu plusieurs modifications. Par exemple, à la base, il devait avoir des tentacules, mais cette idée a été abandonnée car elle risquait de distraire le public. Je pense que ce qui posait problème avec Sully, c'est que nous sommes entrés dans le projet en pensant qu'il serait difficile pour le public de sympathiser avec un monstre dont le travail est d'effrayer les enfants. Cela semblait méchant et peu attrayant. Donc nous avons tout fait pour essayer de créer une histoire qui incluait toujours des monstres. Mais Sully était en retrait. Il était concierge, il était un effrayeur raté. Et quand nous avons finalement abandonné cela et simplement dit « D'accord, c'est le meilleur effrayeur là-bas, c'est la star de l'équipe », alors tout est devenu clair. Parce que jusqu'à ce moment-là, malgré toutes nos conceptions, nous ne savions pas vraiment quel était son rôle. À l'origine, on nous avait dit de ne pas le faire ressembler à un gars en costume. C'est Tom Schumacher, alors président de Disney Feature Animation, qui nous a donné ces directives lorsque nous avons commencé la conception. C'est pourquoi nous avons opté pour des tentacules et joué avec les proportions. Au final, cela s'est révélé être à la fois un défi technique et esthétique. C'est pourquoi nous en sommes arrivés à « c'est la star de l'équipe ». Il est grand, fort, robuste, mais toujours adorable. C'est pourquoi je voulais vraiment de la fourrure, même si cela représentait un énorme défi pour nous à l'époque. C'est seulement en 1998 que l'introduction de Bob Razowsky est survenue. Bob n'était pas dans la première ébauche. Notre premier film se concentrait sur Sully et sur 7 enfants. Puis lors des séances de notes, nous avons pensé qu'il serait intéressant pour Sully d'avoir un peu plus de profondeur. C'est ainsi que nous avons créé ce personnage secondaire que Ricky Nirva avait dessiné. Il était l'un de nos scénaristes qui est ensuite entré dans le département artistique. Mais nous sommes revenus à ce dessin et avons réalisé qu'il y avait quelque chose à propos de ce personnage. Il ressemble définitivement à un monstre, et étant donné qu'il ne sera pas le personnage principal, mais plutôt une sorte d'acolyte, nous pouvons pousser certaines choses comme le fait de n'avoir qu'un œil. Au départ, nous avions essayé de lui donner seulement 2 membres, et c'était vraiment cool. Nous avons réalisé d'excellents tests d'animation où il devait marcher, ouvrir une porte et boire un verre avec seulement ses 2 jambes. Bien souvent, vous constatez que les limitations peuvent être vos alliés, car elles rendent quelque chose de très spécifique ou unique. Mais nous avons réalisé que beaucoup d'expressions reposent sur l'asymétrie des expressions faciales. Et Bob n'a qu'un seul œil. Nous avons donc eu du mal à gérer cela et à la fin nous nous sommes dit d'accord, nous avons déjà suffisamment de défis avec le personnage, alors donnons-lui 2 bras et 2 jambes pour qu'il puisse faire des choses comme porter une valise et marcher en même temps. Le scénariste Daniel Gerson a rejoint l'équipe en 1999 pour développer l'histoire. Il a souligné l'aspect collaboratif du processus, où ses idées étaient affinées par l'équipe de création et les animateurs pour créer des scènes plus efficaces. D'ailleurs, le concept d'une personne coincée avec un enfant a été inspiré par le film La Barbe à Papa de 1973, où un escroc découvre à l'enterrement de son ancienne maîtresse l'existence de sa fille Addie, âgée de 9 ans. Il accepte de l'amener chez une tante dans le Missouri pour qu'elle l'élève. Au départ, durant le trajet, leurs rapports sont tendus, mais petit à petit, elle commence à l'apprécier et ils réalisent ensemble des arnaques pour gagner de l'argent. Au départ, Boo était plus âgé. Nous pensions à une relation similaire à celle dans La Barbe à Papa, où vous avez un enfant plus âgé qui est un peu au courant des rouages du monde. Mais ensuite, lorsque nous avons rencontré des problèmes avec la voix, nous avons réalisé qu'elle était en fait très attachante et peut-être plus intéressante pour Sully si elle était totalement sans défense. C'est tout d'abord Bill Murray qui a été envisagé pour le rôle de Sully, il a même passé des tests. Mais suite à cela, Pete n'a pas réussi à le recontacter, interprétant cela comme un refus. C'est donc finalement John Goodman, célèbre pour son rôle dans la série comique Roseanne et pour sa collaboration avec les frères Coen, qui a été engagé. Billy Crystal, ayant regretté d'avoir décliné le rôle de Buzz Éclair auparavant, a accepté de prêter sa voix à Bob. Vous connaissez probablement l'anecdote pour Buzz Éclair, n'est-ce pas? Alors John et moi sommes allés le voir pour lui parler de Monstres et compagnie dans son bureau. Au moment des premiers enregistrements, je me souviens qu'il avait dit « Au fait, quel genre de voix a le personnage ?» Et j'avoue ne pas avoir su répondre quoi que ce soit, parce que voilà ce qui se passe habituellement. On a des acteurs qui réfléchissent et qui se disent que comme c'est de l'animation, ils peuvent faire une voix idiote. Mais le résultat n'est pas très bon, ça n'a pas l'air réel. Bien sûr, Billy est un comédien, il peut très bien le faire. Mais même à ce moment-là, j'étais un peu nerveux parce que je voulais juste sa voix naturelle. Finalement, c'est ce qu'on a fait. C'est sa voix, un peu plus caricaturale en termes d'accent de la côte Est. Permettez-moi de vous donner une petite anecdote supplémentaire à propos de Billy. Lui, en tant qu'esprit comique brillant, s'amusait toujours à improviser. Donc chaque session d'enregistrement ressemblait presque à un spectacle de stand-up comique gratuit. Il y a eu un moment où, par accident, Doc, l'ingénieur du son, avait branché une réverbération. Et il a dit « Oh pardon, je vais l'éteindre ». Et Billy a répondu « Non, 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 attends ». Et il a fait tout un numéro comme s'il était un annonceur lors d'un match de baseball, juste comme ça. Et nous nous mettions la main devant la bouche pour ne pas rire et gâcher toute la prise. Ça n'a pas fini dans le film, mais c'était juste amusant. Pour le rôle de Boo, c'est Mary Gibbs, la fille du concepteur de storyboard Rob Gibbs, qui a été engagée. Étant très jeune, l'équipe a eu du mal à enregistrer ses répliques car elle courait partout dans les bureaux de Pixar.
Les gens posent souvent des questions sur les sessions d'enregistrement, surtout celles impliquant des enfants. Dans le cas de Monstres et compagnie, la voix de Boo était en réalité celle de la fille d'un des artistes. Au début, elle était trop jeune. Nous l'avons choisie parce qu'elle était à un stade précoce du langage. Nous pensions que le babillement des enfants pourrait ressembler à un langage incompréhensible pour les monstres. Mais cela s'est finalement transformé en une voix adorable, et nous avons vraiment apprécié cela. Ouais. Le défi de travailler avec elle résidait dans le fait que ce n'était pas comme travailler avec un acteur, car elle ne voulait pas faire ce que vous lui demandiez. Suite à la diffusion de la bande-annonce, l'auteure-compositrice pour enfants Laurie Madrid a attaqué Pixar en justice, affirmant que la société de production avait usurpé l'un de ses poèmes de 1997, « Il y a un garçon dans mon placard ». En fait, en 1999, elle avait envoyé son poème à 6 éditeurs, dont Chronicle Books, qui en a fait par la suite une comédie musicale. Lorsque les premiers extraits du film sont sortis, elle a cru que la maison d'édition avait transmis son travail à l'entreprise et que le film était basé sur son œuvre. Elle a alors entamé des procédures contre l'éditeur Disney et Pixar en octobre 2001 devant le tribunal fédéral de Cheyenne dans l'état du Wyoming. Son avocat a demandé au tribunal une injonction pour empêcher les sociétés de production de sortir le film d'animation pendant le procès. Cependant, le 1er novembre 2001, soit la veille de la sortie, le juge Clarence Brimmer a refusé l'injonction. Et c'est officiellement le 26 juin 2002 qu'il a été jugé que le poème et le film n'avaient rien en commun. Le long métrage est sorti comme prévu le 2 novembre 2001 donc, et a rapporté plus de 577 millions de dollars dans le monde. À l'époque, je pensais que ça allait être un désastre, mais ce ne fut pas le cas. Les gens l'ont aimé et il a été bien évalué, ce qui était très gratifiant car cela avait été un sacré parcours difficile pour moi. C'était le premier film de Pixar que j'ai réalisé sans John Lasseter. Donc je devais vraiment suivre ses traces sans être éclipsé par sa façon de travailler, car je cherchais à trouver ma propre voie. Ce fut un chemin très ardu. Donc lorsque le film est sorti, c'était génial, je n'avais pas échoué. Mais récemment, des gens viennent me voir, généralement dans la vingtaine, et ils me disent quelque chose du genre « Monstres et compagnie, c'est le film avec lequel j'ai grandi ». Je reconnais ce sentiment, ayant grandi avec les films de Disney et les Muppets. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en décembre 2002, Stanley Miller, artiste américain, a lui aussi entamé des procédures contre Pixar, affirmant que les personnages de Bob et Sully étaient basés sur les dessins d'Excuse My Dust, des dessins qu'il avait tenté de vendre à Hollywood en 1998. Lors du procès, il a été révélé qu'un des animateurs ayant participé à la production de Monstres et compagnie avait déjà rendu visite à Stanley en 2000. Après ces déclarations, une porte-parole a assuré que les personnages du film avaient été développés et imaginés par les équipes de Walt Disney Pictures et Pixar, respectant ainsi les droits d'auteur. Bref, Pixar a une fois de plus démontré sa capacité à créer des univers riches et fascinants, peuplés de personnages attachants et inoubliables. 23-19. On a un 23-19. Razovski, vous n'avez pas remis votre rapport hier soir? Oh fichtre, c'est fichier. Et si tu lui trouvais un petit coin bien au chaud pour faire un somme? Pendant que je m'esquinte. Ça y est, tu as fini? Ah, pardon. Regarde, oh le bateau, tu veux le bateau? Allez, va chercher. Tu crois vraiment que je vais avaler tes couleuvres, Bob Razovski? Bob Razovski! Et... Aujourd'hui, plus de 2 décennies après sa sortie, le 4e film du studio continue d'être un modèle d'excellence et une source d'inspiration. Que ce soit par ses innovations techniques, ses personnages attachants ou son message poignant, ce film reste une référence incontournable dans le monde de l'animation. Bouh. Alors que nous refermons le chapitre de cette rétrospective, n'oublions pas que derrière chaque grand film, il y a des équipes passionnées qui travaillent sans relâche pour donner vie à des histoires extraordinaires. Monstres et compagnie est un témoignage vibrant de cette passion et de cette créativité, et c'est ce qui en fait une œuvre véritablement culte. Et voilà, c'est tout pour Monstres et compagnie. J'espère que vous avez apprécié cette petite rétrospective, surtout que c'est la première fois que je parle d'un film d'animation comme celui-ci. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, mais en attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.